Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Guitaristic Talk. Alors vous le savez, ici on parle de musique, de guitare, de progression, de plaisir, mais aussi des doutes, des déclics parfois, des phases de creux qu'on peut ressentir et de tous ces petits trucs qui font partie de la vie du musicien. Au final, on ressent tous les mêmes émotions autour de la pratique de la guitare. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil incroyablement puissant, mais qu'on sous-estime, je crois, très régulièrement, voire qu'on ignore carrément, c'est la voix. Mais alors la voix, pas en tant qu'instrument principal, mais comme un outil pour progresser à la guitare. Vous avez déjà peut-être entendu cette phrase qui dit « Si tu ne peux pas le chanter, tu ne peux pas le jouer ». En tout cas, c'est une phrase que moi je répète souvent. Et c'est profond, mais c'est vrai. Pourtant, soyons quand même un peu honnêtes, dans la pratique quotidienne, très peu de guitaristes vont chanter vraiment ce qu'ils jouent. On lit les tablatures, on regarde, on exécute une procédure, mais on ne passe que très rarement par la voix. Et dans cet épisode, on va voir pourquoi c'est un énorme manque à mon avis et surtout comment intégrer le chant dans votre routine de manière simple, naturelle et hyper efficace. Alors, on va commencer et je vais essayer de découper ça en plusieurs parties avec des éléments très clairs pour vous aider à comprendre pourquoi et comment arriver à chanter, pourquoi c'est utile et comment on va mettre ça en place. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors pour moi, quand on apprend un instrument, on pense souvent d'abord, en tout cas pour la guitare, celui qui nous intéresse le plus, les guitaristes sont souvent assez caricaturales à ce niveau-là, mais on va souvent penser d'abord aux doigts, au schéma de gamme, à des outils visuels, les tablatures, les diagrammes, les partitions. Et tout va nous pousser à voir la musique de manière, voilà, comme ça, extrêmement visuelle et pas forcément à l'entendre intérieurement, cognitivement. Et pourtant, je crois que la voix, c'est le canal naturel de la musique. C'est vraiment par là que ça commence. Elle va faire le lien, si vous voulez, entre ce qu'on imagine, ce qu'on arrive à produire intellectuellement, et ce qu'on va ce qu'on arrive à imaginer, ce qu'on va pouvoir ressentir et ce qu'on va être capable de produire effectivement sur l'instrument. Et c'est par la voix qu'on va pouvoir tester une idée musicale avant de la jouer. Vous savez, je dis souvent que vous êtes un petit peu comme un cuisinier et vous avez besoin de goûter votre plat avant de servir votre soupe aux gens. Si elle est dégueu, évitez de la poser sur la table. D'abord, vous devez la goûter, la réassaisonner, l'améliorer, etc. Et une fois que ça a passé le filtre du goût, vous allez pouvoir, de votre propre goût, vous allez pouvoir la servir. C'est exactement pareil en musique. Je vous ai parlé un petit peu de cette phrase que je produis, que je donne souvent à mes élèves. Si vous ne pouvez pas le chanter, vous ne pouvez pas le jouer. Et c'est pas juste une jolie phrase de prof, c'est un principe pédagogique central. C'est utilisé depuis toujours par les musiciens de jazz, par exemple, les musiciens aussi traditionnels, les percussionnistes qui vont vraiment utiliser ça tout le temps. Et bon, évidemment, les pédagogues, ça va être extrêmement important de faire savoir à quelqu'un, de lui faire prendre conscience que ça doit d'abord passer par la tête. Pourquoi? Parce que chanter, c'est prouver que vous avez réellement compris et entendu ce que vous voulez produire. Alors j'ai bien dit entendu, pas vu, pas deviné, entendu. C'est vraiment quelque chose que vous devez avoir de manière très claire dans la tête. D'un point de vue cérébral, chanter, ça va vraiment mobiliser plusieurs réseaux à la fois. D'accord? Alors, il y a une partie du cerveau qu'on appelle l'aire de Broca, et c'est la partie qui va être utilisée pour produire le langage.
Ça, vous allez, lorsque vous allez devoir le chanter, vous allez le mettre en œuvre, mettre en fonction cet air de Broca qui va être extrêmement utile pour ça. Vous allez aussi avoir le cortex auditif, évidemment, puisque vous allez percevoir de manière sonore ce que vous avez chanté. Vous allez avoir le cortex qu'on appelle le cortex moteur qui va contrôler les mouvements fins, etc., qui va aussi se mettre en branle, même si le fait de le chanter n'est pas le fait de le digitaliser, mais malgré tout, ça va venir activer ce cortex moteur. Vous allez avoir le système limbique qui va rentrer aussi en action. Alors le système limbique, c'est plutôt, vous savez, la mémoire émotionnelle, d'accord? Parce que c'est vrai que quand vous allez le chanter, vous allez voir que on va affiner ça, hein, parce que chanter, ça ne veut pas dire devenir Mariah Carey ou Stevie Wonder. Mais vous allez avoir une émotion qui va être procurée par votre chant. Et vous ne l'aurez pas toujours quand vous allez uniquement jouer la procédure sur l'instrument. Et puis, vous allez même avoir une petite partie qu'on appelle le cervelet qui va être activée pour la coordination. D'accord? Donc, quand vous allez chanter en même temps que vous allez jouer ou chanter juste avant de jouer, vous allez avoir toute la coordination qui va être gérée par ce cervelet qui va être mise en place. Donc, vous voyez que on a vraiment pas mal de zones du cerveau, pas mal de compétences qui vont être activées lorsqu'on va chanter. Donc, quand vous chantez un riff ou une rythmique, vous allez engager une immense partie du cerveau, ce qui va rendre l'apprentissage beaucoup plus profond, plus intégré, je ne sais pas si c'est le mot, mais plus stable. En tout cas, vous allez vraiment mettre en action plein de zones. Ça, c'est vraiment, vous pouvez le retrouver, hein, c'est très sourcé sur des revues en ligne. Vous allez pouvoir retrouver tout ça. N'hésitez pas à aller taper importance du chant dans l'apprentissage de la musique. Vous allez voir que c'est extrêmement important. Alors, le problème, c'est que la majorité des musiciens ne le font pas. Alors, pourquoi? Parce que la voix, c'est souvent associé à la performance. Comme je vous le disais, on n'est pas tous Mariah Carey. Et malheureusement, on a cette impression qu'il faut chanter juste, qu'il faut avoir une belle voix, qu'il faut savoir chanter au final. Mais là, ici, c'est pas de ça que je vous parle. Chanter, ça veut pas dire performer. C'est juste un outil de travail, pas une finalité artistique. D'accord? Je ne vous demande pas d'avoir votre voix comme instrument principal. Même si vous chantez un peu faux, alors évidemment, hein, pas totalement faux, parce que sinon il faut vous entraîner un petit peu, mais un petit peu faux si c'est pas extrêmement juste en termes de hauteur de son, etc. Même si vous tremblotez un peu, chanter un plan ou une mélodie dans sa tête. Alors dans sa tête, je préférerais à voix haute parce que il y a ce qu'on appelle la justesse effective et la justesse relative. Si vous chantez dans votre tête, moi dans ma tête quand je suis dans ma bagnole, je prends la route, je peux vraiment chanter comme Stevie Wonder, Barry White ou Mariah Carey. Dans ma tête, il n'y a aucun souci, je monte très très haut et je descends très très bas. Mais quand j'ouvre ma bouche pour vraiment sortir les sons, alors là, c'est une autre histoire, une autre paire de manches. Donc, peut-être plus à voix haute, même sans s'époumoner, hein, mais c'est mieux que de ne pas le faire. Même si vous chantez dans votre tête, si vous avez conscience que vous chantez dans votre tête, c'est beaucoup mieux que de ne pas le faire. Et puis si vous chantez très juste, alors là, vous avez une grosse chance. Tant mieux pour vous. Souvent, quand un élève me dit j'arrive pas à le jouer, le problème, c'est pas vraiment qu'il n'arrive pas à le jouer avec ses doigts, mais c'est la représentation intérieure du son qui est pas la bonne. Donc je lui demande, est-ce que tu l'entends dans ta tête? Est-ce que tu peux le chanter? Et là, régulièrement, la réponse c'est non. J'ai même pas essayé en fait. J'ai même pas eu la présence d'esprit d'essayer de le chanter. Donc, il n'y a rien à traduire sur l'instrument, j'allais dire. Il faut d'abord créer l'image sonore intérieure, il faut déjà avoir le son dans la tête, et chanter, ça va permettre ça. Ça va matérialiser l'idée musicale.
Si je vous prends un exemple un peu concret, si je dis à un élève qui doit travailler un riff de blues, par exemple, s'il le joue mécaniquement avec une rythmique un peu bancale, je vais lui demander de poser la guitare, je vais lui demander de le chanter. Bon, il va galérer, il va chercher, il va chantonner de manière un peu approximative, hein, ça c'est un peu inévitable, surtout si la personne n'a pas vraiment l'habitude. Mais après quelques minutes, 4-5 minutes, hein, c'est même pas, on ne dit pas qu'on passe la moitié du cours à faire ça, hein, mais le phrasé va commencer à s'installer un petit peu dans sa bouche, ce qu'il va produire, ça va être beaucoup mieux qu'au tout début, et quand derrière il reprend la guitare et il le joue, alors là, il y a vraiment une espèce de petite phase de magie. Le placement est tout de suite meilleur, le toucher est beaucoup plus vivant, beaucoup plus groovy, beaucoup plus en place. L'intention de la phrase est là. Ben pourquoi? Parce que il ne fait pas que copier, il va interpréter ce qu'il entend intérieurement. Donc ça, c'est un bon réflexe à adopter au quotidien si vous voulez apprendre un plan ou un solo ou un motif rythmique, ce que vous voulez. Faites d'abord ces 3 choses. Écoutez-le d'abord attentivement, peut-être 2, 3 fois, c'est vous qui voyez, hein. Chantez-le. Alors, dans votre tête, si vraiment vous êtes gêné par le fait d'ouvrir la bouche, ou à voix haute, et là, ça va beaucoup plus payer encore. Et ensuite seulement, ben, vous prenez la guitare et vous le jouez. Donc c'est un petit détour par la voix qui prend 1 minute, 30 secondes, même parfois, mais qui va souvent changer la qualité de votre jeu. Mais vraiment, alors là, si je devais vous donner une astuce magique, je suis en train de vous la donner. D'accord? Parce que vraiment, la précision rythmique, l'intention, la justesse de la phrase, tout ça, ça va être amélioré par ce simple truc de le chanter. Donc, si je résume un peu, mais chanter, c'est vraiment entendre avec clarté d'abord, vérifier qu'on entend avec clarté, c'est vérifier qu'on a vraiment ce qu'on veut produire dans la tête, que c'est clair et que c'est pas une image un peu fantasmée de ce qu'on veut produire qu'on a dans la tête, parce que parfois ben, on imagine avoir la phrase dans la tête, mais on l'a pas du tout, et si on la produit pas avec la bouche, on ne sait pas qu'on l'a pas du tout. On est pourtant très sûr de l'avoir. Moi, quand je montre des plans à mes élèves et que je leur demande de les reproduire, ils sont persuadés d'avoir compris ce que j'ai joué. Mais quand il faut le produire, pas du tout. Et vraiment pas du tout. Et je m'en rends compte parce que si je leur demande de le chanter, ils n'ont aucune idée de ce que ça produit. Ils me chantent des trucs qui sont vraiment très à côté de la plaque. Donc bon, voilà, c'est un moyen assez simple, accessible, et je pense que bon, c'est naturel quoi, de musicaliser sa pratique. Je pense pas que ça soit très compliqué. Attendez, je prends un petit coup d'eau. Donc voilà, pour moi, c'est très simple à faire et surtout, ça s'entraîne et après, ça devient assez naturel de le faire. On dit souvent aussi que, alors là, on va parler un petit peu de l'aspect rythmique des choses, mais souvent, j'entends le rythme, c'est 80% de la musique. Et je suis absolument d'accord avec ça. Hein. Je pense que c'est la grosse partie de la musique, c'est le rythme. Il faut mettre un gros focus sur le rythme. On peut rater quelques notes dans un solo, c'est pas très très grave au final, on peut très bien rebondir, il n'y a aucun souci avec ça, mais si votre rythme est solide, alors la musique va tenir debout, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Par contre, à l'inverse, même avec les bonnes notes, des super notes, les plus jolies, les plus inspirées, si le placement rythmique est bancal, bon, je crois que tout sonne faux au final. C'est vraiment pas terrible, c'est pas groovy, y a rien. Et puis même, ça peut sonner faux juste à cause du rythme, pas à cause des notes. Donc, c'est vraiment très problématique. Et pourtant, bah, c'est le domaine que beaucoup de guitaristes vont délaisser. Pourquoi? Parce que, bah, au départ, c'est très abstrait le rythme. On ne voit pas le rythme comme on voit un accord, on ne voit pas le rythme comme on voit une gamme, on a du mal à l'étudier de la même manière. Et on ne sait pas toujours par où le sentir, par où le travailler, par où stabiliser son rythme, par où entendre et percevoir mieux faire la relation entre la pulsation et le rythme. Voilà, donc
Là encore une fois, la voix, ça va être le premier instrument rythmique. Avant les percussions, avant la batterie, ben, il y avait la voix. On produisait le rythme avec la voix. Dans toutes les cultures, les traditions orales, on utilisait le chant ou la parole pour transmettre le rythme. Donc les percussions vocales, vous savez, on parle du scat dans la pratique du jazz, l'improvisation de jazz par la voix, on appelle ça le scat. Vous avez aussi le konakol. Le konakol, c'est en Inde où on va produire beaucoup de mélodies rythmiques grâce à la voix, et on appelle ça le konakol en Inde. Vous avez toutes les onomatopées africaines aussi qui vont participer au rythme comme ça. Vous avez aussi chez les rappeurs comme ça le beatbox qui vont produire du rythme avec la voix. Donc tout ça, ce sont pour moi des langages extrêmement complets qui peuvent être très mélodiques et surtout rythmiques grâce à la voix, grâce au chant. Alors, pourquoi ça? Parce que, si vous voulez, le corps comprend mieux le rythme quand il le dit que quand il l'analyse. Quand on va analyser le rythme, les choses ne vont pas forcément ressortir comme... Alors, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup d'années de pratique, oui, mais au départ, les choses ne ressortent pas extrêmement groovy, juste parce qu'on a analysé le rythme. Mais par contre, le corps, lui, a un instinct du rythme. Hein, ça date de la préhistoire déjà, hein. Et donc, vous allez voir directement le rythme qui va être lié, par exemple, à votre souffle, à votre tempo interne. Plus vous allez être relâché, plus vous allez avoir un rythme qui est bien stable, bien installé, une bonne pulsation. Alors attention, hein, là je parle de rythme et de pulsation, je ne suis pas encore en train de vous parler de placement rythmique et de solfège rythmique à cause des débits. Là je suis vraiment en train de vous parler ne serait-ce que du rythme intérieur, de la pulsation, du métronome intérieur que vous pouvez avoir. Et quand vous allez chanter une rythmique par exemple, ben vous allez ressentir intrinsèquement les temps forts et les temps faibles du rythme. D'accord? Quand vous allez chanter juste tout ça, vous allez ressentir le côté backbeat de la batterie. Vous pouvez ressentir ça juste en chantant des choses extrêmement simples, des rythmes extrêmement simples de batterie. Vous allez aussi, lorsque vous allez chanter votre rythme, vous allez pouvoir entendre les silences, le placement et la longueur des silences. Ça, c'est extrêmement important. Vous allez ressentir, alors même si vous ne les analysez pas, hein, parce que c'est justement le but du chant, c'est de ne pas avoir à analyser tout ça, mais vous allez ressentir des appuis, des syncopes, des retards s'il y en a dans la rythmique. Naturellement, vous allez ajuster votre groove. Alors, il y a vraiment des études en pédagogie musicale, notamment, moi j'en ai trouvé une qui est celle de Edwin Gordon, qui a fait une étude et une analyse qui s'appelle la Music Learning Theory et qui montre que chanter ou parler un rythme, définir un rythme avec sa bouche si vous voulez, ça sera beaucoup plus efficace que de le lire ou de le reproduire mécaniquement, comme je l'ai dit juste un peu avant. Donc ce qu'on appelle la chantabilité rythmique, c'est un marqueur de compréhension de ce même rythme. D'accord? Donc si vous pouvez le chanter, le produire avec la bouche, si vous voulez, si vous pouvez chanter ou produire avec la bouche un motif, en gardant le tempo et l'intention, c'est que vous l'avez intégré. Voilà, c'est le moyen de le quantifier et de définir que vous l'avez intégré. Donc comme je l'ai déjà dit, si vous pouvez chanter le rythme, vous pouvez le jouer proprement, quoi. Donc si je vous donne par exemple un exercice très simple que vous pouvez tester, alors avec ou sans la guitare, bah, vous prenez une rythmique simple, par exemple, je sais pas, vraiment quelque chose de simple, hein, une noire, deux croches, une noire et un silence. Voilà, là vous avez vos 4 temps de la mesure. Vous allez taper du pied sur les temps.
D'accord. Chaque temps, comme si... Vous pouvez mettre un métronome d'ailleurs, hein, mais vous allez taper du pied avec ce métronome pour rester vraiment dans la pulsation et dans le rythme, dans les battements du métronome, et vous allez le chanter. Donc vous allez peut-être chanter ta 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 ta, chut, ta 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 ta, chut, etc., etc. Et vous allez vraiment sentir produire le rythme pour de vrai. Bon, vous allez même sentir le silence, qu'est-ce que ce fameux chute que j'ai dit, que vous n'êtes pas obligé de formaliser avec votre bouche. Hein. Vous pouvez justement ne rien dire. Ou alors, vous pouvez au début le formaliser avec votre bouche en disant un chute. Comme ça, parce que le problème, c'est que le vide, souvent, quand on débute, le vide, le silence, a tendance à nous faire peur un petit peu, et donc on va précipiter la reprise. Et donc, on ne va pas laisser un silence d'un temps, par exemple. Ensuite seulement, vous allez prendre votre guitare et vous allez essayer de le jouer. Vous allez voir que le placement va devenir naturel, que vous n'avez pas vraiment besoin de le calculer et qu'il va y avoir un ressenti qui se met en place et vous devriez pouvoir le produire. J'ai un élève, je me rappelle... J'ai un élève qui avait beaucoup de mal à sentir les contretemps avec une rythmique reggae, je me rappelle. Et il avait beau regarder des vidéos, lire les partitions, ça sonnait toujours à l'endroit, il revenait toujours sur le temps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit, comme je vous l'ai déjà dit, pose la guitare, chante-moi le rythme avec la bouche, comme si tu parlais vraiment. Et donc, on y a passé un petit moment. Hein. Ça a dû durer peut-être 5-10 minutes. Je voulais vraiment qu'il intègre le truc et qu'il ressente vraiment le placement du contretemps. Et à un moment donné, je l'ai vu. J'ai vu son corps qui s'est mis à rebondir un petit peu, vous savez, naturellement, grâce en entendant bien le contretemps. Et quand il a repris sa guitare, il a reproduit l'exercice. Et là, bizarrement, c'était magique. Tout était en place. Et il ne comprenait pas ce qu'il avait compris. Mais si vous voulez, il le faisait. Il a pas bien capté pourquoi ça s'est mis en place, mais il l'a fait. Donc ça, c'est extrêmement important. J'ai trouvé ça génial. Et moi, je le vois très souvent, ça. Maintenant, si on prenait le chant par rapport à l'aspect, si vous voulez, mélodique, c'est exactement la même chose. Quand vous entendez une mélodie que vous aimez, le premier réflexe que vous devriez avoir, en fait, c'est de chanter cette mélodie. Même si vous n'avez pas les notes exactes, hein, même si c'est un peu faux, vous allez fredonner, vous allez siffloter, vous allez essayer de ressentir le motif et de le formaliser d'abord avec votre bouche. Et dès que vous allez passer à la guitare, normalement, ça se sera mis en place. En tout cas, ça sera beaucoup plus naturel pour vous. Mais malheureusement, quand vous passez à la guitare, souvent, vous oubliez un peu de garder ce réflexe. Et on se met toujours à chercher les notes. Voilà, c'est fou parce que la tête a besoin de rationaliser et de chercher les notes. On a l'impression qu'on produit plus quand on cherche les notes. C'est trop abstrait de chanter et de penser que chanter, ça nous aide à produire derrière. Non, non, non. On a vraiment cette impression que c'est d'abord les notes, d'abord le côté technique sur l'instrument. On a envie de regarder la tablature, on a envie de reproduire mécaniquement ce qu'on a sous les yeux. Et c'est là que le problème commence, en fait, parce qu'on joue sans entendre. On n'entend pas ce qu'on fait. Bon, c'est malheureux. Alors pourquoi, à votre avis, il faut chanter une mélodie avant de la jouer et pourquoi c'est si puissant? Parce que chanter, si vous voulez, c'est un peu comme encoder. C'est la preuve que votre cerveau, hein, quand je dis votre oreille, c'est plutôt votre cerveau, mais que votre oreille a compris la mélodie, qu'elle l'a intégrée, qu'elle l'a ressentie, ou qu'elle l'a mémorisée, ou tout ça à la fois, en fait. Qu'elle a compris le placement. Même si vous ne l'avez pas compris de manière cognitive, hein, votre cerveau, lui, il l'a compris. Il y a vraiment, encore une fois, des recherches en neurosciences musicales qui montrent que chanter une ligne mélodique, ça va activer les mêmes circuits que de la jouer,
D'accord? Donc c'est fou parce que vous n'avez pas besoin d'avoir l'instrument, juste la chanter, parce que votre voix est déjà un instrument, vous le savez déjà. Hein. Ben, en tout cas, ça va activer les mêmes zones, les mêmes circuits, et avec une dimension supplémentaire, celle de, j'allais dire de l'émotion, mais si vous voulez, c'est celle de l'intention expressive. Voilà, vous avez cette intention d'exprimer cognitivement ce que vous voulez produire. Et ça, c'est une dimension que vous n'avez pas quand vous êtes purement technique sur votre instrument. Si je prends un exemple peut-être plus concret, si vous voulez apprendre par exemple un solo blues, la mélodie d'un solo blues, si vous n'êtes pas capable de le chanter approximativement, hein, à la tête, dans votre tête ou à voix haute, alors vous allez faire que recopier une suite de notes. Et quand vous l'écoutez chez un autre, ça sonne pas comme vous, quoi. C'est ça Pourtant, c'est exactement les mêmes notes, mais vous n'avez pas la même intention mélodique, la même intention rythmique, et tout ça, ben, vous le savez, ça s'entend, vous l'entendez vous-même d'ailleurs, enregistrez-vous et vous verrez que vous ne sonnez pas comme les solos que vous avez l'habitude d'entendre. Par contre, si vous chantez votre solo avant, même juste avec des onomatopées, hein, même juste sans vraiment avoir la justesse des notes, mais vraiment essayer de le produire le mieux possible. Souvent, c'est quand vous avez des morceaux que vous écoutez depuis toujours, depuis que vous êtes enfant, des solos qui sont déjà dans votre tête, bah là, vous allez les chanter beaucoup plus juste, on va dire, que des solos que vous découvrez. Mais c'est juste parce que vous les avez beaucoup plus entendus, vous les avez intégrés même sans avoir fait l'effort de le faire. Donc, n'hésitez pas à écouter régulièrement ce que vous voulez produire et pas juste une ou deux fois. Mais à ce moment-là, vous allez voir que vous allez engager votre oreille, votre mémoire auditive, le phraser et que votre jeu va devenir beaucoup plus vivant, beaucoup plus naturel, beaucoup plus vivant. Donc, intégrer ça dans une routine de travail, ben, en fait, là, j'allais dire de vous faire une routine, même si elle était courte, mais si vous voulez, c'est... Souvent, quand je dis ça à mes élèves, on me dit, ouais, mais il y a ci à mettre en place, je dois faire attention au placement de mes doigts, il y a ci, il y a ça. Mais l'histoire du chant, c'est tout le temps que vous devez le produire. Donc, c'est même pas un truc en plus, c'est un truc, c'est les fondations, c'est la base même de la musique. Vous devez l'avoir en permanence. Donc, ne le prenez pas comme un truc en plus. Si ça devient une seconde nature et ça devient naturel, vous n'avez plus à vous en soucier. Je me rappelle, bon, je prends toujours mes élèves parce que j'en ai beaucoup et que j'en ai vu beaucoup au cours de mes... Ça fait 13 ans que je suis prof et ça fait 24 ans que je joue, donc j'ai pris des cours et j'en ai beaucoup donné. Et j'ai un élève qui voulait, lui, improviser sur un playback de funk. Alors, on travaillait ça, hein, on travaillait le funk, et il avait, bon, c'est un élève avancé, donc il avait déjà plein de positions dans la tête, mais malheureusement, alors il avait des gammes, des modes, etc., des arpèges, plein de choses dans la tête, mais il n'y avait vraiment aucune mélodie qui sortait. Les mélodies, elles sont pas dans la tête, c'est-à-dire que tout ce qui est théorique et tout ce qui est aspect technique sur l'instrument, alors il a ça, mais par contre les mélodies, quand vous lui demandez d'improviser un truc ou ça me fait penser, je rebondis, mais j'ai un élève, un bassiste aussi, il se reconnaîtra, à chaque fois que je lui demande de me produire une ligne de basse, je lui fais un enchaînement de 2 ou 4 accords et je lui demande de me produire une ligne de basse, alors qu'il a déjà travaillé beaucoup de plans de basse et de lignes de basse et de morceaux, eh ben il n'y a rien qui vient. Il n'arrive pas à se chanter des lignes de basse qui soient mélodiquement intéressantes. Et donc maintenant, je leur demande vraiment peut-être d'improviser à la voix ou de repiquer à la voix des choses qu'ils ont entendues. Donc par exemple, on va aller écouter un morceau dans le même style et je vais lui demander de chanter ça, et quand on revient sur l'exercice sur les 4 accords, là il va produire quelque chose qu'il a entendu qui va beaucoup plus l'inspirer. Donc ça veut dire qu'il devient pour moi beaucoup plus musicien parce que dans sa tête il y a de la musique et pas juste la procédure de l'exercice et de la tablature à produire.
Donc vraiment, chanter les mélodies, bah, c'est pas un gadget pour moi, c'est l'une des clés les plus puissantes pour connecter votre oreille, vos émotions, votre cœur et évidemment bah, les mains au final. Voilà. Et surtout, je crois qu'en plus, à un moment donné, ça va ramener le plaisir. Parce que quand vous pouvez chanter une mélodie que vous aimez et que quand vous la jouez, elle est super, bah, il y a un vrai plaisir qui s'installe. Je reprends un petit coup d'eau, les amis, parce que j'ai la gorge qui commence à me piquer. C'est physique d'enregistrer un podcast au final, hein, vous ne vous rendez pas compte. Maintenant, on va parler du lien entre la voix, la mémoire et l'oreille. Souvent, on en parle, mais souvent, on oublie très, très vite ce qu'on a appris. Vous le savez, on a déjà fait un podcast comme ça sur pourquoi on oubliait ce qu'on apprend et extrêmement vite. Et vous l'avez certainement déjà tous vécu ou entendu, mais... par exemple, moi j'entends souvent, bah, j'ai bossé un plan toute la semaine et aujourd'hui j'ai déjà tout oublié. Alors c'est frustrant, on le sait, mais c'est totalement normal. Vous le savez, notre cerveau, il est très sélectif. Il retient que ce qu'il estime important. Vraiment, il va comme ça sélectionner ce dont il imagine qu'il n'a pas besoin ou que ça ne revêt pas une importance capitale pour lui, et tout ça, il va le dégager. Alors, ça ne veut pas dire que c'est oublié, hein. Ça veut dire que c'est rangé dans un endroit et qu'on n'a pas vraiment les clés pour aller retrouver le chemin pour aller le ressortir. Dans le cadre musical, ce qui est simplement copié ou exécuté mécaniquement, sans l'implication sensorielle, physique de votre corps, ouais, physique, ça a beaucoup plus de chances de disparaître. Alors là, il y a un psychologue allemand, je crois qu'il est allemand, mais je crois que je vous en avais parlé dans l'ancien podcast parce que j'avais relevé cette information. Il s'appelle Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus. Je pense que je le prononce extrêmement mal. Mais ça fait deux fois que j'ai du mal à prononcer son nom. Ebbinghaus, je crois. Et qui avait mis en évidence cette fameuse courbe de l'oubli dont on parle régulièrement et qui dit qu'on perd 50% d'une information 1 heure après l'avoir apprise et 80% en 1 semaine. Alors évidemment, si cette information, elle n'est pas revue, répétée ou réutilisée. Donc il y a même des études plus modernes qui ont ajouté que la manière dont on encode une information, ça va tout changer. C'est-à-dire que acquérir une information par juste l'aspect technique ou la tablature ou l'acquérir avec d'autres manières, ça va changer la manière dont on va le retenir en fait. Donc si vous engagez votre voix, votre oreille, le mouvement, les émotions, alors je pense que l'information va être beaucoup plus ancrée. On parle d'apprentissage multimodal. D'accord? C'est-à-dire que vous allez essayer de retenir avec plein de biais, l'œil, le toucher, pourquoi pas l'odorat. Vous savez, des fois, vous avez des odeurs d'enfance qui vous reviennent quand vous passez quelque part et ça va vous rappeler un souvenir de quand vous étiez enfant. C'est bizarre, c'est juste une odeur. Parce que tous les modes sensoriels peuvent vous aider à retenir. D'accord? Et donc, chanter, ça va activer toutes ces dimensions à la fois. Donc, si vous chantez, par exemple, une mélodie ou une rythmique, vous allez l'entendre, évidemment, activement, puisque vos oreilles vont entendre ce que vous produisez. Vous allez la ressentir aussi dans le souffle. Alors ça, vous en avez peut-être un peu moins conscience, mais il y a une espèce de mémoire de la production de votre bouche musculaire, pratiquement. Hein. C'est fou, parce que c'est très...
On a presque l'impression que c'est ésotérique, que c'est une dimension parallèle. Et pour autant, ben, il y a plein de choses qui se mettent en place dans votre corps dont vous n'avez pas conscience. Vous allez la produire physiquement. Il y a vraiment une intention corporelle qui va se mettre en place. Et souvent, tout ça, ça va être accompagné d'une émotion. Alors, attention, hein, une émotion minime. Je ne dis pas que vous allez mourir de trouille ou avoir un plaisir immense à chaque fois que vous allez ouvrir la bouche. Mais il y a quand même cette dimension qui rentre en compte et qui va vous aider à retenir. Du coup, l'empreinte que ça va laisser dans votre cerveau, elle est beaucoup plus forte qu'uniquement regarder votre tablature, par exemple. Et surtout, ben, vous allez pouvoir la réactiver n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre instrument avec vous. Vous pouvez répéter mentalement ou à voix haute, par exemple, dans votre voiture, en marchant ou sous la douche. Et vous allez pouvoir vraiment produire ça n'importe où. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, le rôle de votre chant et par extension de votre oreille dans la mémoire, ben, vous savez que quand vous allez entendre une mélodie dans votre tête, vous allez travailler ce qu'on appelle l'audition mentale. D'accord? Et c'est cette capacité qui est fondamentale pour la mémoire musicale. Les musiciens qui entendent ce qu'ils vont jouer, ils vont avoir moins besoin de leur instrument pour le retrouver. Ils entendent avec les doigts, ils entendent ce que leur oreille... En fait, si vous voulez, l'oreille va construire des repères. D'accord? Et le cerveau va se servir de ces repères. Et donc là, chanter, ben, c'est la meilleure des passerelles pour développer cette oreille-là. Voilà, je crois. Donc, si vous voulez, c'est pas vraiment du chant, c'est plutôt... c'est difficile, hein, parce que bah, j'ai envie de dire que c'est de la musicalité, c'est pas vraiment du chant au sens où on l'entend, hein, parce que souvent, j'ai vraiment des élèves qui se bloquent quand je leur dis qu'il faut chanter. Hein, quand je dis à un élève, essaie de chanter un petit peu ce que tu joues, ben vous voyez tout de suite, je vois tout de suite ce mouvement de recul chez certains. Hein. Ben, je crois parce que en France, et pas qu'en France d'ailleurs, je dis en France, mais pas qu'en France, mais dans beaucoup d'endroits, le chant c'est associé à une performance vocale. Il faudrait vraiment chanter juste, avoir une belle voix, savoir chanter en fait, hein, comme si c'était notre instrument, comme si on était des chanteurs. Mais en réalité, dans la pratique instrumentale, le chant c'est... Enfin, en tout cas, celui que je vous propose, c'est plutôt un outil d'ancrage, pas une démonstration... pas une démonstration technique, c'est pas ce que je vous demande ici. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une voix pop, la voix de Mariah Carey, quoi. Vous n'avez pas besoin de faire des jolis vibratos extrêmement soyeux ou d'atteindre des aigus comme Céline Dion, des voix comme ça incroyables. Vous avez juste besoin de chanter ce que vous entendez intérieurement, de connecter votre oreille avec vos doigts quand vous pratiquez, voilà, d'être capable de chanter et que vos doigts obéissent à votre chant et surtout de donner une intention musicale à ce que vous allez vouloir faire. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et c'est ça que je vais appeler plutôt la musicalité. La musique, si vous voulez, c'est pas une suite de notes, c'est plutôt une intention. Et après, c'est produit, si vous voulez, votre instrument, c'est le médium qui va donner vie à cette intention. Quand vous écoutez un guitariste que vous aimez bien, alors pour moi, ça va être par exemple Mark Knopfler ou Gilmour ou Django Reinhardt. C'est... En fait, si vous voulez, c'est pas juste parce qu'ils jouent les bonnes notes. Évidemment, les notes sont là, il n'y a pas de problème, mais il y en a plein d'autres qui vont jouer les bonnes notes. Mais c'est surtout parce qu'ils vont interpréter ce qu'ils jouent. Ils incarnent ce qu'ils jouent, on le sent. Cette interprétation, elle va venir plutôt d'un lien fort qu'ils ont entre leur oreille, leur chant et leurs doigts.
Et c'est souvent ces musiciens qui vont chanter intérieurement, parfois même on le voit, même sur scène, il y en a qui fredonnent et vous les voyez fredonner sur scène, ben, ils vont fredonner ce qu'ils jouent. Euh, Certains, comme je vous dis, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Ben, vous avez George Benson. George Benson, il va chanter à voix haute sur scène hein, ce qu'il joue. Kurt Rosenwinkel aussi, un guitariste de jazz moderne là, qui va chanter et produire ce qu'il fait. Et c'est pas juste dans leur tête. Et bah, évidemment, il y en a d'autres, c'est dans leur tête. Mais en tout cas, tous ceux qui vont jouer comme ça, extrêmement bien et extrêmement inspirés, ils vont chanter. Que ce soit dans leur tête ou à voix haute, ils vont chanter. Donc, essayez de penser à ça. Votre voix, c'est un petit peu... où c'est que j'avais vu ça, mais je l'ai noté, donc je l'avais vu, je sais plus. En tout cas, ça m'avait parlé, si vous voulez, la phrase c'était ta voix est l'air que tu insuffles dans ta guitare. Alors moi, ça m'avait parlé parce que c'était vraiment cette idée d'humaniser un peu la guitare. Quand vous chantez un riff ou un plan ou une ligne ou ce que vous voulez, vous allez lui donner une forme plus vivante. Vous voyez, ouais, c'est vraiment cette idée d'humaniser la musique. Vous n'allez pas juste lire et recopier, vous allez plus l'exprimer. Bon, voilà, vous avez, à mon avis, compris un petit peu ce que je voulais dire par là. Alors bon, on va finir par ça, mais comment on va intégrer le chant dans sa pratique sans complexer, évidemment. Hein. Bon, ben, j'en ai déjà un peu parlé. On va déjà commencer par dédramatiser. Personne ne vous écoute chanter et en tout cas, tout le monde a conscience que quand vous chantez votre musique, vous n'êtes pas en train de chanter une chanson. On ne vous demande pas d'être un chanteur, d'être un bon chanteur. Et voilà, du coup, on ne va pas vous juger à ce moment-là parce que c'est juste un outil supplémentaire pour produire la musique. Donc, on sait très bien que c'est de la musique que vous voulez produire sur votre instrument et pas que vous travaillez pas votre chant comme un chanteur. Quand je dis à mes élèves, tu peux chanter ce riff avant de le jouer, s'il te plaît, ben, je le vois et c'est malheureux parce que c'est dommage. Je ne les juge pas et pourtant, ben, je vois les épaules qui se tendent, le regard qui se met à regarder le sol. Et il y a des fois, vous voyez des rires nerveux, quoi. Vous voyez qu'il y a un malaise qui s'installe chez la personne. Je trouve ça extrêmement dommage. Des fois, il y en a qui rougissent énormément. Ben, parce que le chant, c'est fou, mais alors, peut-être pas chez tout le monde, mais c'est vraiment une minorité de gens. Mais chez la majorité des gens, le chant, c'est associé à une vraie peur profonde. C'est la peur du ridicule, quoi. On est vraiment à poil quand on se met à chanter. Moi, j'admire les chanteurs dans les groupes qui prennent le micro et qui se mettent sur le devant de la scène et qui sont capables d'utiliser leur voix comme un instrument. Moi, derrière ma guitare, je suis un peu caché déjà. Alors déjà, c'est pas facile, mais alors juste avec un micro, c'est extrêmement compliqué. Donc encore une fois, je vous le redis, mais il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de performance, il ne s'agit pas de justesse vocale. On vous demande juste de vous servir de votre voix comme d'un outil de travail. Donc la voix, c'est un petit peu le fil conducteur ou le fil d'Ariane, je ne sais pas comment on peut le dire, qui va vous aider à ressentir le rythme avant de le jouer, mieux entendre la mélodie dans votre tête avant de la poser sous vos doigts, ou parfois légèrement avant, parfois c'est presque en même temps, avec l'expérience hein, au début, ne le faites pas en même temps parce que souvent vous allez chanter ce que vous jouez et pas jouer ce que vous chantez. Et là, il y a un défaut qui va se mettre en place, donc faites attention à bien chanter avant. Avec l'expérience, le avant, c'est vraiment quelques millisecondes. Mais avant d'avoir cette expérience, le avant, c'est longtemps avant. Même chanter et puis ensuite jouer, quoi. Mais ça va vous aider aussi à mémoriser, on l'a vu, hein, plus solidement ce que vous avez à jouer. Et puis ça va ajouter de l'intention, ça va humaniser ce que vous voulez jouer. Et ça, vous pouvez le faire tous, hein, vous pouvez tous le faire chez vous, dans votre voiture, en marchant. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche par moment.
D'accord? Si vous avez peur du ridicule ou qu'il y a du monde autour de vous, ben vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche pour le faire. Si vous êtes gêné, ne le faites pas. Donc, on peut prendre un cas concret. Ben vous choisissez un riff que vous aimez, que vous connaissez depuis toujours, si vous voulez. Si vous ne le connaissez pas, vous allez l'écouter plusieurs fois. Ensuite, vous allez essayer de le chanter avec des onomatopées ou avec ce que vous voulez. Vous essayez de le produire et de produire quelque chose de juste dans l'intention des notes, etc. Pas forcément dans la hauteur, mais dans l'intention. Et puis ensuite, si vous avez la tablature, vous pouvez regarder la tablature pour trouver les notes. Sinon, encore mieux, vous pouvez le rechercher sur l'instrument. C'est encore plus efficace parce qu'en plus, ça va développer votre capacité à définir si ça va vers les aigus, si ça va vers les graves, etc. Retrouver les notes sur votre instrument physiquement. Donc ça, c'est encore mieux. Et vous allez rapidement remarquer que ce que vous allez jouer, vous allez le jouer avec plus de fluidité, même si c'est encore imparfait, mais déjà ça va améliorer les choses, parce que le cerveau, il a déjà fait un gros boulot en amont. Donc, essayez de faire ça. Un autre exercice que vous pouvez faire qui est extrêmement important et bénéfique, moi j'ai fait ça pendant un bon moment, quand j'ai eu l'impression que je tournais énormément en rond dans ma pratique du solo, je prenais les mêmes playbacks que j'avais besoin pour les solos et j'essayais d'improviser avec le chant. Donc de scatter mon improvisation. Vraiment de voir un petit peu les phrases que je pouvais produire en chantant mon improvisation. Alors avec des onomatopées, c'était pas toujours fou. Et par la suite, ce que je faisais, c'était que j'enregistrais mon improvisation chantée et je la relevais sur l'instrument. Et là, je me rendais compte que j'étais beaucoup plus inventif avec ma voix, que je sortais des sentiers battus avec ma voix, ce que je faisais pas avec l'instrument, parce que avec l'instrument, je sortais toujours les mêmes plans techniques que j'avais déjà, et je tournais extrêmement en rond. Si vous improvisez une improvisation avec votre guitare, et que vous l'enregistrez, et que vous faites pareil avec votre chant, vous comparez les deux, vous allez être extrêmement surpris de ce que vous pouvez faire avec votre chant, en tout cas de l'inventivité des phrases que vous pouvez faire avec votre chant, par rapport au peu d'inventivité, à la monotonie de ce que vous produisez avec votre guitare. Donc vraiment, essayez cet exercice-là, vous allez voir que c'est énorme. Bon, et si vous n'osez vraiment pas chanter à voix haute, même à faible volume, même fredonner comme ça à voix haute, tant pis, faites-le mentalement. C'est déjà mieux que rien. Le cerveau va faire pas énormément de différence, si vous voulez, entre le fait de le chanter intérieurement et le chanter à voix haute. Le seul petit problème avec ça, si vous voulez, c'est que il y a une justesse qui est plus relative quand vous le faites dans votre tête et plus effective quand vous le faites à voix haute. Mais si vous voulez, vraiment des imageries neuronales l'ont démontré, le cerveau, lui, va activer à peu près les mêmes zones dans les deux cas. C'est ce qu'on appelle l'audition mentale. Les Anglais appellent ça l'inner hearing. Hear, c'est entendre l'audition. Inner hearing, c'est l'audition mentale, si vous voulez. Bon, bref. Et ça, vous pouvez le faire toute votre journée, quand vous voulez dans la journée. En tout cas, ça peut se faire très régulièrement. Donc voilà les amis, on a fait un long épisode, je ne sais pas à combien on en est, mais on en est déjà à 48 minutes, c'est énorme. Donc on conclut un petit peu. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes motivé, que vous avez compris l'intérêt de ce que je suis en train de vous partager. J'espère que c'est le cas parce que c'est vraiment très, très, très important et c'est vraiment trop sous-coté. Il est important de chanter ce qu'on joue. C'est pas juste un conseil de prof, c'est une vraie clé de transformation musicale à mon avis. Donc je vous le redis une dernière fois pour résumer tout ça, peu importe si vous ne chantez pas juste, peu importe si vous n'aimez pas votre voix, moi je déteste la mienne et c'est pas très grave pour ce que j'ai à faire. Ce n'est pas du chant, c'est du ressenti. C'est un outil de travail, c'est pas l'idée de chanter pour être un artiste du chant.
Donc c'est mieux connecter votre mémoire musicale, mieux ressentir le rythme avant de le jouer, donner une meilleure intention à votre phrasé et surtout vous libérer du pilotage automatique. C'est pas un plus, c'est vraiment un accélérateur de la compréhension et de la musicalité. Voilà, c'est à ça que ça sert. Alors, voilà ce que je vous propose. Prenez les exercices dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je pense que je vais même faire une vraie formation là-dessus. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que tout ça, je vais devoir pas le résumer, peut-être même le développer dans une vraie formation écrite sur le sujet, parce que malheureusement, si vous ne faites pas l'effort d'acheter cette formation, de la lire, de la digérer, de digérer chaque phrase, je crois que dans le podcast que je vous ai donné aujourd'hui, j'ai déjà donné beaucoup trop d'informations. Vous m'avez écouté pendant 1 heure, les phrases vous ont parlé, vous avez trouvé logique tout ce que j'ai dit, mais elles vont disparaître parce que malheureusement, vous êtes beaucoup trop passif en écoutant ces informations. Alors c'est beaucoup mieux que rien parce que vous avez accès à l'information et ça révèle à vous le problème et les solutions. Mais malheureusement, on est beaucoup trop passif. C'est vrai que quand on lit quelque chose, on doit digérer la phrase qu'on a lue et ça s'ancre beaucoup mieux en nous. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé quand même. J'espère vous avoir apporté quelque chose. Comme toujours, si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Si c'est sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, j'essaye d'apporter le maximum de valeur à toutes mes interventions. En tout cas, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. J'espère que ça vous parle. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Commentez-moi pour me dire si ça vous a parlé. Laissez un commentaire pour me donner votre ressenti et si vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai pu dire. Si vous mettez en place des solutions aussi, je suis curieux, moi, de les avoir parce que ça m'aide à avancer aussi. Mettez-moi 5 étoiles si vous êtes sur une des plateformes d'écoute. Et puis surtout, n'hésitez pas à en parler à vos profs aussi et autour de vous, aux musiciens qui sont comme vous. Parlez-leur de ce podcast et demandez-leur si eux aussi subissent les mêmes écueils, si vous voulez, et si ces solutions les ont aidés à eux aussi. Tous les musiciens qui doutent, je sais que parmi vous, la grande majorité, tout comme moi d'ailleurs, vous doutez, et c'est totalement normal. Et là, je suis en train de vous donner, mais vraiment, c'est pas un terme galvaudé, c'est un game changer, ça change les règles du jeu. Chanter, c'est vraiment l'outil le plus simple et le plus puissant que je peux vous donner pour progresser. Bien plus qu'une nouvelle gamme, un nouveau riff, un nouveau plan, un nouvel exercice technique. Chanter, c'est extrêmement simple à mettre en place et c'est extrêmement efficace. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre confiance. Et surtout, je vous invite à continuer à jouer, évidemment. Je vous invite à continuer à ressentir la musique. Et puis, je vous invite maintenant aussi à chanter de plus en plus. Les amis, je vous remercie vraiment, vraiment très sincèrement. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. J'ai pas encore le sujet du prochain épisode, mais ça arrive très, 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 très vite. Bye bye les amis!